Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui j'échange avec Alice Stenhover qui est la directrice de l'association Avec nos proches et on va parler ensemble de l'aide aux aidants. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, de ce que vous faites à travers l'association, peut-être de son histoire, de son fonctionnement, de ses missions, et puis aussi de comment les établissements, par exemple les EHPAD, peuvent améliorer la relation avec les aidants, ça veut dire avec les familles. Donc avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter et présenter l'association ? Je m'appelle Alice Stenhover, je suis directrice de l'association Avec nos proches et je travaille dans l'association depuis maintenant 6 ans. Je suis arrivée sur le sujet des aidants en partant vivre au Canada. En fait, j'ai fait des études justement pour devenir directrice d'EHPAD à Ellis, à Lille. Et à la fin de mes études, en fait, par le biais de mon mémoire, j'ai découvert le Canada et plus spécifiquement le Québec, qui travaillait beaucoup sur les notions de bientraitance en EHPAD. Donc, j'ai décidé d'aller travailler là-bas. Et finalement, je me suis retrouvée dans une association qui accompagnait donc les aidants, les familles, mais on comprend dans les aidants les familles, mais pas que, aussi les amis, les voisins, donc tous ceux qui viennent en aide à un proche fragilisé. Et c'est en travaillant dans cette association au Québec que j'ai découvert le terme aidant et tout ce que ça comportait. Et justement, j'ai été un peu surprise de voir que pendant mes études, on ne m'avait pas parlé de ce sujet. Donc, quand je suis revenue en France, j'ai décidé de continuer à travailler pour cette cause et j'ai donc intégré l'association Avec nos proches. Cool. Est-ce que tu peux du coup nous en dire plus par rapport à cette association ? Donc, l'association Avec nos proches, c'est vraiment une association qui est 100% dédiée au soutien des aidants. Donc, comment on les accompagne? En fait, on a développé un outil, tout simplement à travers le téléphone. On propose une ligne d'écoute qui est disponible pour tous les aidants, peu importe finalement la fragilité du proche, sa zone géographique, son âge, sa situation professionnelle. C'est vraiment une ligne qui est ouverte à tous. Elle est disponible 7 jours sur 7, de 8h à 22h. Et la spécificité de cette ligne, c'est que ce sont des anciens aidants qui sont au bout du fil. Donc, ce sont des bénévoles écoutants qui ont été formés à l'écoute active et qui ont tous accompagné un proche à un moment de leur vie. Donc, ça, c'est notre premier accompagnement. Et depuis 2020, maintenant, on propose également des ateliers collectifs par téléphone, donc en audioconférence. Chaque semaine, on permet à plusieurs aidants de se retrouver par le biais du téléphone pour parler d'une thématique, on va dire, généraliste qui peut toucher tout type d'aidants. Et ces ateliers, ils sont animés par un professionnel et également par un ancien aidant. Donc, l'association, en fait, on croit profondément à l'intérêt du partage d'expériences d'aidant à ancien aidant ou d'aidant et entre aidants, où on peut s'apporter énormément de choses. Et on croit aussi beaucoup au téléphone, puisque une des difficultés principales des aidants, c'est d'utiliser les ressources. Et donc, le téléphone, pour nous, c'était de pouvoir proposer un outil qui soit simple techniquement, puisque peu importe son âge, on a un téléphone chez soi, et aussi plus simple psychologiquement, puisqu'on est chez soi, on est anonyme derrière son combiné, on n'a pas besoin de se déplacer. Voilà, donc, c'était pouvoir vraiment proposer une solution très simple d'accès. Ok, et j'imagine que du coup en 2020, est-ce que ce nouveau service finalement qui ressemble à un peu des conférences ou des ateliers par téléphone, c'est lié au Covid ou pas ? Pas du tout. Alors, Vous aviez anticipé en fait. Enfin, c'était dans dans oui, les alors en tuyaux fait, et... c'est vrai que notre fonctionnement, il est un petit peu particulier. C'était avant Covid. On était Ouais.
on était préparé à ça, puisque d'ailleurs, tous nos bénévoles répondent directement depuis leur domicile. La ligne, elle est dématérialisée, donc on n'a pas d'espace d'écoute sur Paris. Tous les bénévoles sont depuis chez eux. Et c'est pareil pour les salariés. Donc, pourquoi on a développé ces ateliers? En fait, on propose aussi des accompagnements en parallèle pour les entreprises, pour leurs salariés aidants. Donc pour rappel, il y a quand même un Français sur 6 qui est aidant et on comptabilise 20% de salariés en entreprise qui sont aidants. Donc, les entreprises ont aussi un intérêt à accompagner leurs salariés aidants. Donc, on a d'abord développé cet outil d'atelier. C'est vraiment, c'est pas de la conférence, c'est vraiment un espace d'échange. C'est plutôt des groupes d'échange. Ok. Et donc, on a proposé d'abord ça en entreprise pour pouvoir proposer à des collaborateurs qui étaient sur plusieurs sites différents de pouvoir échanger. Alors, nous, on est plutôt sur des thématiques psychosociales, gérer mes émotions, comment mieux communiquer avec mon proche refuse les aides, que faire? Voilà, donc c'est vraiment ce type de thématique-là. Et donc, c'était permettre à plusieurs collaborateurs de discuter ensemble. Et quand on a vu que c'était un accompagnement qui plaisait beaucoup, on a décidé aussi de le proposer au grand public. Donc maintenant, on accueille en fait par nos ateliers tout ce qu'on appelle tout aidants nationaux. On accueille des aidants de n'importe où et peu importe leur activité en fait professionnelle, ils peuvent participer aux ateliers. Ok, le temps de groupe d'échange. Alors, ce que tu dis aussi, un Français sur 6, vous accompagnez les aidants, mais c'est vraiment la dimension d'aidant au sens large, pas que aidant d'une personne âgée. Ça peut être une personne en situation de handicap. Est-ce qu'il y a d'autres profils? Alors, il y a plusieurs profils. Nous, généralement, la définition, c'est une personne fragilisée par la maladie, le handicap ou l'âge. Ouais. Mais c'est vrai que, par exemple, la question est intéressante parce qu'il y a beaucoup de fragilités que l'on ne reconnaît pas ou qui sont un peu tabous. Je pense notamment à toutes les maladies psychiques qui, aujourd'hui, on a du mal à toucher les aidants alors que c'est des fragilités qui sont vraiment concrètes et qui peuvent avoir un impact très fort. Aussi, tout ce qui est lié aux addictions. Ouais. Voilà, donc accompagner un proche qui a une addiction au quotidien, ça peut être très lourd, les maladies chroniques, cancer, insuffisance respiratoire. C'est vraiment à partir du moment où vous avez un rôle où vous devez soutenir quelqu'un, alors pas forcément quotidiennement, mais régulièrement, on va vous considérer comme un aidant. Alors, je fais la petite blague, non, être parent d'enfants, Ouais. ce n'est pas être aidant. Ou grands-parents plutôt, tu vois. Voilà, ou grands-parents non plus. Il faut qu'il y ait quand même une fragilité qui amène à une forme de dépendance ou de besoin d'une perte d'autonomie. Voilà. Ok, ça marche. Moi, la notion d'aidant, alors, euh, j'ai toujours plus ou moins connu, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des avancées assez importantes à partir de 2016 avec la reconnaissance, le congé proche aidant et tout ça, qui finalement sont, je pense, des gouttes d'eau, tu vois, parce que dire, ok, c'est bien de reconnaître le droit, c'est bien de dire qu'il peut y avoir un congé, sauf que s'il n'est pas payé, ben, derrière, qu'est-ce que ça change vraiment avec le fait juste je sais pas, de démissionner ou de faire du congé sans solde? Qu'est-ce que toi, t'en penses? De finalement la reconnaissance ou le rôle ou la place des aidants en France? Alors, il y a tout un sujet. Avec nos proches, on fait partie du collectif Je t'aide. C'est un regroupement de plusieurs structures justement qui travaillent sur la défense des droits des aidants. Et j'ai la chance en plus d'être la présidente cette année, donc c'est intéressant d'en parler dans le podcast. Et il y a justement tout un sujet autour du statut ou pas de statut des aidants. Alors, ce qui est important, au-delà du statut, il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs. Et cette notion de devoir de l'aidant, c'est quelque chose qui amène aussi beaucoup de culpabilité. Donc, nous, avant même de parler de statut, où je pense que là, voilà, il y a des avis qui sont divergents, c'est de se dire qu'il faut une reconnaissance indispensable de ce rôle, puisque ce rôle d'aidant, il permet aussi une économie assez incroyable, puisque typiquement, là, on l'a bien vu pendant le Covid, toutes les familles ou tous les proches qui ont dû récupérer, alors notamment les personnes âgées, mais qui étaient soit hospitalisées, soit en hébergement, mais qui ont dû récupérer les personnes chez eux, ils se sont pris de plein fouet la situation Covid. Ceux qui ont dû placer en urgence
un proche en institution parce qu'ils n'étaient pas en capacité de s'occuper de lui. Voilà, on s'est bien rendu compte de la place de la famille et ça fait des années que la famille est très présente et permet de faire des économies sur les hospitalisations, le maintien à domicile, etc., etc. Donc, c'est indispensable qu'il y ait une reconnaissance. Maintenant, avec le collectif, on se bat justement pour qu'il y ait une reconnaissance et aussi des droits qui soient développés, notamment le congé de proche aidant. Il y a, comme on dit, comme tu dis, c'est une première goutte. Voilà, c'est pas parfait, mais c'est déjà un premier pas qui est fait. La plus grande difficulté, je pense, aujourd'hui, c'est la singularité des situations. C'est que quand on est aidant d'un enfant en situation de handicap ou d'un enfant malade, quand c'est son conjoint, quand c'est une personne âgée, on est dans un pays où tout est en silo. L'accompagnement des personnes handicapées, l'accompagnement des personnes âgées. Aujourd'hui, les maladies chroniques, c'est aussi à part, donc c'est très compliqué. Il y a aussi un pourcentage très important d'aidants qui accompagnent plusieurs proches en même temps, avec Et des oui. difficultés différentes. Donc, nous, on veut se battre aussi pour ça, c'est prendre en compte cette singularité et arrêter de vouloir mettre les gens dans des cases. Bon, c'est peut-être une bataille un peu trop lourde, mais c'est une des choses en tout cas importantes pour nous. Ouais. Non, mais c'est clair, en fait, c'est un vrai sujet qui concerne tout le monde. Et, et en fait, c'est un peu malheureusement, mais comme beaucoup de sujets autour de la santé, finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de préoccupations là-dessus, que c'est pas vraiment médiatisé, même si c'est vrai qu'il y a eu plein de choses entre le congé, la reconnaissance dans les textes, ce fameux droit aussi de donner des congés à une personne qui du coup doit prendre plus de temps pour être aidant. Il y a plein de choses. Après, c'est aussi rebondir sur le fait du maintien à domicile et de l'aide à domicile qui peut très difficilement fonctionner sans les aidants, en fait. Ah oui, mais ça, Euh, alors pour le coup, avec nos proches, nous, on a travaillé sur une formation à destination des professionnels de santé. Et c'est vrai qu'en échangeant avec beaucoup de médecins ou même d'infirmiers, c'est ce qu'ils disent, c'est que un maintien à domicile, quand il n'y a pas de famille, quand il n'y a pas de voisins, quand il n'y a pas d'amis, quand il n'y a vraiment pas d'aidants à proximité, c'est extrêmement compliqué. bah oui. Donc, faut bien faire attention à ça. C'est comment faire en Mm. sorte aussi que les aidants, de prévenir en fait les risques d'épuisement parce qu'ils sont réels. Donc, d'où l'intérêt de les bichonner, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Parce qu'à la fois, ça permet le maintien à domicile. Pour être très concret, ça permet, du coup, dans beaucoup de cas, de faire pas mal d'économies au niveau de la collectivité. Tout à Parce que fait. finalement, c'est du travail, c'est du temps, c'est de l'énergie qui est pas payée, qui est bénévole, enfin bref, qui se justifie aussi, parce que souvent, c'est dans une sphère familiale, donc ça paraît assez normal. Par contre, il y a, alors je ne sais plus la statistique précise, mais ce qu'on voit parfois du point de vue de l'EHPAD, c'est que l'aidant d'une personne qui est très dépendante et notamment qui va accompagner quelqu'un qui a par exemple des troubles cognitifs, une maladie d'Alzheimer, souvent c'est aux dépens de sa santé en fait. Et on se rend compte que l'espérance de vie de l'aidant finalement se réduit très fortement et parfois va finalement partir et décéder avant la personne qui est malade. Tout à fait. Alors, France Alzheimer a fait beaucoup d'études là-dessus. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est 63% hein, qui ont un impact direct Mm. sur leur, je vais arriver sur leur espérance de vie. C'est 63% qui ont un impact direct. Donc, c'est énorme. Hein, on sous-estime vraiment. Mais moi, j'invite souvent les gens à imaginer ce que c'est que de ne pas dormir. Ouais. En fait, jour après jour, nuit après nuit, d'avoir des nuits entrecoupées toutes les nuits, plusieurs fois par nuit. Alors, nous, on a un bénévole qui a été président chez nous, Guy Alboussière. Sa femme avait donc des problèmes respiratoires assez forts. Il devait lui faire des aspirations trachéales toutes les 2 heures, jour et nuit. Ouais. Et donc, pendant 6 ans, il a fait ça jusqu'à arriver au burn-out. Donc, on peut s'imaginer juste 2 secondes hein, ce que ça peut Mm. faire de ne pas dormir plus de 2 heures d'affilée, jour après jour, nuit après nuit. Carrément, tu parles de burn-out. Si on remet ça dans un contexte professionnel, imagine demander à quelqu'un de faire un soin toutes les 2 heures la nuit, 7 jours sur 7.
En fait, tu Non? vois. Ah oui, non, non, mais c'est bien pour ça qu'il y a cette notion de statut, où il y a beaucoup de gens qui veulent se battre pour cette notion de statut et que ça soit payé. Il y a beaucoup de gens qui se battent pour l'inverse en disant, en fait, moi, je fais cet investissement par amour ou par, Hmm. enfin, voilà, c'est ma famille, c'est mon ami, j'ai envie de le faire. Par contre, ce qu'on veut enlever, c'est cette notion de normalité, de devoir tout faire. Oui. Il y a certains, en fait, on a tous nos limites. Donc, par exemple, faire des soins qui sont nécessairement normalement faits par des infirmiers. Non, c'est la limite Ouais, c'est ça. d'un être lambda. Par exemple, faire la toilette de son père, pour l'un comme pour l'autre, si on n'a pas envie, on devrait pouvoir avoir les supports Ouais. humains professionnels pour le faire. Et c'est ça qui est important, c'est qu'à un moment, la ficelle, on tire trop sur la ficelle Hmm. du côté, peut-être du côté des pouvoirs publics où on se dit, bon, il y a quelqu'un, il va le faire. Et aussi, il ne faut pas oublier que du côté de la personne aidée, mais aussi de l'aidant, parfois il y a beaucoup de refus d'aide où on n'a pas envie qu'il y ait quelqu'un de professionnel qui rentre dans la sphère privée. Hmm. Sauf que au bout d'un moment, voilà, on tire tellement sur la corde qu'on en vient à des situations qui sont catastrophiques. Donc, c'est là où les professionnels vont avoir aussi un rôle préventif, c'est d'amener en fait déjà juste la reconnaissance et le terme aidant. Nous, c'est ce qu'on dit souvent, juste poser le terme sur Hmm. le rôle qui est occupé. C'est vous êtes aidant, vous savez, il y a beaucoup de personnes dans votre situation. Généralement, une des premières problématiques des aidants, c'est qu'ils se sentent seuls. Ils ont l'impression que ce qu'ils vivent, ils sont tout seuls dans ce qu'ils vivent. Alors il y a 11 millions de personnes dans cette situation-là. C'est ça qui est assez fou. Et dans les groupes d'échange, c'est ce qui ressort tout le temps. Ah, mais je me sens plus seule. Donc ça, c'est une des premières choses, c'est poser le terme. Peut-être que l'aidant ne va pas se servir tout de suite de l'information, mais s'il est posé régulièrement, il va finir par aller faire une recherche sur Internet, regarder un petit peu ce qui se passe. Et nous, ce qu'on conseille également, c'est d'orienter vers des structures qui sont spécialisées dans la thématique. On remarque aujourd'hui, notamment chez les professionnels de santé, comme il y a une méconnaissance des structures dédiées aux aidants, on s'oriente les uns vers les autres, le médecin vers l'infirmier, l'infirmier vers l'aide-soignante. Donc, on reste dans cette sphère, mais finalement, avec une méconnaissance du sujet et puis une méconnaissance des possibilités de comment prendre en charge les dents, c'est quand même des professionnels, mais même dans les l'EHPAD d'ailleurs, qui sont Hmm. dédiés à la personne aidée. Ils ne sont pas dédiés à l'aidant. Donc, il y a déjà un rapport un peu qui est complexe, puisque eux, ils sont dédiés aux proches malades. Et donc, c'est intéressant de faire intervenir une autre structure qui va, elle, être du côté, entre guillemets, Hmm. du côté de l'aidant. Mais lui, on est vraiment en aide pour l'aidant. Donc, aujourd'hui, il y a quand même dans la plupart des territoires des structures qui existent. Donc, déjà, il y a la ligne avec nos proches, nous, ce qu'on propose, mais il y a d'autres associations, il y a des plateformes de répit pour plutôt personnes âgées, mais là, ils sont en train de se développer sur le secteur personnes handicapées, il y a des associations de familles, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui existent. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir orienter vers ces services. Ouais, c'est clair. Il y a plein de choses. Alors, juste avant d'aller plus sur ce versant EHPAD, à travers ton expérience au Québec, quelle différence, toi, tu relèves? Alors, c'est une question qui revient tout le temps. Bah ouais. Ça m'a toujours fait sourire parce que quand je suis revenue, on me dit toujours, ah, vraiment, le Québec, ils sont en avance sur nous. Oui, mais alors je disais toujours, on n'a pas du tout à rougir. Je trouve que c'est un pays qui est très en avance dans le rapport à l'humain, en fait, où on a vraiment un non-jugement qui est en place, mais dans toutes les sphères, en fait. Chacun peut s'habiller comme il veut, chacun peut faire ce qu'il veut. Voilà, c'est beaucoup plus libre. Et donc, il y a un côté un peu individualiste parce que je ne regarde pas trop mon voisin, mais il y a un côté du coup respectueux où chacun fait ce qu'il veut. Et ça, moi, je l'ai vraiment découvert parce que typiquement, c'est dans ce pays-là où j'ai entendu parler en premier de la sexualité des aînés. Je me rappelle recevoir un magazine complet, La sexualité des aînés, je me disais, mais incroyable, et où il parlait des trans, d'EHPAD qui étaient développés exprès pour les transsexuels, etc. Je me disais, mais en France, on est à des milliers de kilomètres de parler de ça, en fait. Hmm. Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'en fait, c'est des sujets qui sont tabous mais pourtant tellement réel.
Voilà, donc c'était vraiment un sujet. Enfin, voilà, je trouve qu'ils sont vraiment en avant sur ça. Par contre, là où la France, je le remets en avant, mais c'est notre système de santé, mais on a beau dire ce qu'on veut. Moi, je me rappelle du premier appel que j'ai reçu. Je ne peux pas amener mon proche à l'hôpital, comment je peux faire? Et me dire, bah, pourquoi il n'appelle pas une ambulance, en fait? Et sauf que, voilà, bah, typiquement, en France, tout ça, c'est des services qui sont remboursés, qui sont pris en charge. Et on ne se rend pas compte de la chance qu'on a sur notre système de santé, à quel point on a des accompagnements qui sont gratuits ou à faible coût et qui nous permettent quand même un maintien à domicile d'une certaine façon qui est beaucoup plus facile qu'au Canada. Ok, cool. Bah, c'est bien, c'est vrai que tu as raison, hein, entre ouais, les approches, juste le carpe diem, on se dit ils sont tellement en avance. Toi, c'est vrai qu'on a cette vision-là, mais il faut pas oublier aussi nos points forts à nous aussi. Ça marche. Alors, du coup, par rapport à l'EHPAD, parce que tu l'as dit à un moment, et c'est vrai que la relation avec les familles, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Moi, j'aime bien un peu pour titiller, mais je le pense vraiment, c'est réintroduire aussi la notion de client en EHPAD. Et c'est Mhm. vrai que du coup, la vraie question à se poser, c'est qui est le client? Est-ce que c'est le résident ou est-ce que c'est la famille? Est-ce que le client, c'est celui qui paye? Alors, est-ce que c'est le résident qui est en mesure de payer lui-même ou alors est-ce que finalement c'est la famille qui paye avec les sous du résident ou finalement même d'elle-même? Donc finalement, voilà, il y a cette notion aussi d'attente qui va être très différente parce que la grande difficulté avec les familles, c'est d'avoir des exigences, c'est normal, mais finalement qui ne seront pas les mêmes que ceux du résident. Et Mhm. parfois, une notion ben ouais, enfin, d'incompréhension qu'il peut y avoir et de se dire, ben, quand on est le soignant ou quand on est juste l'équipe, se dire, mais en fait, la famille me demande un truc, mais je ne suis pas sûr que le résident, il ait envie. Mhm. Tu vois, par exemple, je sais pas, mais se dire, bah, allez, il faut qu'elle participe aux activités parce que c'est important, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous la réveillez à telle heure, que vous l'habillez tout de suite, que ce soit. Et finalement, on a une personne en face qui n'a pas forcément cette envie-là, envie d'être plus calme et tout ça. Et ça va créer une forme de, pas forcément de tension toujours, parce que voilà, c'est juste une question de communication et d'explication, mais qui est parfois difficile à apprendre. J'ai un souvenir qui me vient un jour, une famille avec qui c'était dur, et elle me dit, mais quand même, ce serait pas compliqué si juste, je sais pas, une demi-heure dans la semaine, c'est pas beaucoup une demi-heure dans la semaine, l'équipe ou vous m'appelez et puis vous me dites ce qui se passe. Ah oui, madame, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais 70 résidents, fois une demi-heure dans la semaine, bah en fait, c'est un temps plein. Mhm. Donc, peut-être qu'on pourrait le faire, peut-être qu'on devrait le faire, mais finalement, est-ce que c'est. Enfin bref, c'est ça le job et tout ça. Et finalement, alors, dans la majorité des cas, ça marche très bien, mais quand ça marche pas, pour moi, le nœud du problème, c'est cette notion de culpabilité. La famille qui souvent, tu vois, le résident, combien de fois j'ai vu ça, la famille qui finalement vit encore plus mal, parce que la personne, souvent, elle le vit pas mal, mais vit mal l'admission, l'arrivée en EHPAD en disant, mais en fait, il nous a fait promettre que jamais on irait le Mhm. placer dans un hospice. Et finalement, normal, mais finalement, pour la personne, c'est même souvent tu vois, une forme pas de, pas de libération, pas de renaissance, c'est des mots trop forts, tu vois, mais finalement, ils redécouvrent quelque chose et on sent que ça leur fait du bien d'être dans un Mhm. environnement où ben, c'est un peu plus simple au niveau de l'organisation parce qu'il y a une équipe sur place, parce que du coup, on va avoir peut-être un environnement un petit peu plus adapté, tu vois, avec juste du matériel, avec des équipes peut-être un tout petit peu mieux formées, enfin bref, et que du coup, c'est un peu plus simple et du coup, ça facilite aussi la vie du résident. Ma question, du coup, c'est comment ces personnes, ces aidants qui ont besoin de continuer d'accompagner, mais qui veulent accompagner plus dans la logique presque du soin, tu vois, et qui sont plus dans la logique d'accompagner, juste accompagner comme quelqu'un de la famille, mais qui ont parce qu'elles ont eu un rôle, on va dire, Soignant. technique, Ouais, soignant, de soignant. Ouais. et du coup, elles ont du mal à le lâcher, elles ont le sentiment d'abandonner leurs proches. Voilà, comment on peut faciliter cette relation, essayer de gagner en confiance, essayer peut-être d'atténuer un petit peu cette culpabilité. Voilà, est-ce que tu as des pistes, des Des conseils? tips. Ouais. Euh, Bah, en effet, alors
j'ai jamais exercé en tant que directrice, mais au stage, avec les stages que j'ai pu faire, les difficultés avec les familles, c'est quelque chose qui apparaît tout de suite. Et Mm. puis, on retrouve généralement les mêmes problématiques. Ouais. Le repas, le linge, Les culottes. voilà, c'est toujours les choses Ouais. qui reviennent. Mais pourquoi? Parce que généralement, c'est ce dont s'occupait la famille. Ouais. Je m'occupais des repas, je m'occupais du linge, la propreté, etc. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est se mettre à la place d'eux. Mais autant, moi, c'est ce qu'on a dit avec les professionnels de santé, mais c'est pareil avec les institutions, c'est se mettre à la place des familles et essayer de faire en sorte que les familles se mettent à la place des professionnels de l'institution. Parce qu'on a des réalités qui sont différentes. Donc, Ouais. comme tu dis, la plupart du temps, quand même, l'EHPAD, c'est le choix de fin, quoi. On n'a pas pu faire autrement et du coup, il y a une culpabilité qui est très forte. Et puis ça se fait dans Euh, l'urgence, quasi à chaque voilà, fois. c'est dans l'urgence, il y a de la culpabilité, il y a un déni, il y a un renvoi qui est assez lourd auprès des familles. Et du coup, c'est soit, alors, un des premiers conseils, c'est d'anticiper au maximum, mais ça ne se passe pas par les institutions. C'est pour ça que nous, on essaye aussi de former les professionnels qui vont à domicile, de bien reconnaître tout de suite le rôle et d'amener vers des structures comme les nôtres ou comme les plateformes de répit, etc., qui vont faire ce travail un peu préventif. Même si ce n'est pas pour tout de suite, aller peut-être visiter un établissement, regarder un petit peu comment ça se passe, etc. Déjà un petit peu se préparer à la suite pour le proche ou pour eux. Après, c'est de présenter les différentes réalités et je me rappelle d'une vidéo qui était passée et j'avais trouvé ça extraordinaire où on voyait, c'était un jeune en situation de handicap qui était un adulte et c'était sa sœur, son aidante, qui venait le voir dans l'établissement et il était habillé n'importe comment. Et donc, la sœur fait un esclandre en disant « Mais vous voyez comment elle est habillée, c'est inadmissible, il a le Mm. pantalon derrière, etc. » Et puis, l'aide-soignante lui répond « Mais c'est lui qui s'est habillé tout seul. » Et non. Et donc, les soignants étaient super contents parce qu'en effet, on est toujours sur la question d'autonomie, etc. Donc, Ouais. il a fait tout seul. C'est mal fait, mais il a fait tout Mais au seul. moins, il l'a fait tout Et seul. la Ouais. sœur, elle voit toujours mon frère, il est mal habillé, je l'ai abandonné et je l'ai mis là Ouais. et on ne s'occupe pas bien de lui. Et donc, c'est de confronter finalement ces réalités où, comme tu dis, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Vous allez viser une autonomie, etc. La famille, la personne d'avant, elle veut que la Mm. personne soit aussi bien que quand elle était chez elle. Sauf que ce n'est pas possible. Donc, c'est essayer de trouver finalement un objectif commun. Qu'est-ce qu'on cherche? Et surtout, peut-être finalement, dans cet outil de vie qu'on écrit avec le résident, c'est qu'est-ce qui va aussi être important pour la famille. Je pense notamment, moi, ma mère est très coquette. Elle est toujours bien coiffée. Elle va chez le coiffeur toutes les semaines. Je pense que ça serait très dur pour moi si j'allais la voir en EHPAD, qu'elle soit très mal coiffée. Parce que toute ma vie, j'ai vu ma mère très bien Mm. coiffée et je sais que c'est très important pour elle. Donc, c'est peut-être voir aussi des choses. Dans quelle mesure l'EHPAD ou l'institution qui accueille peut respecter certains choix de vie de la vie d'avant où on se dit la famille, voilà, pour eux, ça c'est important. Et quelles sont les choses finalement qui sont de l'ordre plus, on va dire, d'un caprice, mais c'est de dire, voilà, c'est un petit plaisir qui est compliqué pour l'EHPAD et sur lequel la famille peut passer et le résident aussi. Voilà, mais essayer de voir ça. Après, il y a vraiment cette question de culpabilité et ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours une fois la reconnaissance. C'est de reconnaître le rôle de la famille. C'est de leur dire, Mm. tout ce que vous avez fait, c'est bien, vous allez le continuer différemment. Vous allez continuer à venir, en fait. Vous allez être une présence, vous allez pouvoir, voilà, si vous voulez vous continuer à vous occuper du linge, ou continuer à leur donner une place. Je pense qu'il faut surtout ne pas arracher ce qu'ils avaient avant. Il ne faut pas oublier que c'est des gens, pour beaucoup, qui ont adapté tout leur quotidien pour ce proche. Et donc, là, on leur enlève une raison de vivre. Et ça je pense que c'est vraiment important de sensibiliser, de démarrer par une formation, une sensibilisation des équipes, peu importe, mais pour changer son regard et arrêter de dire c'est une famille chiante. Non, c'est une famille c'est une famille qui est très triste. Et je pense que quand on change ce regard-là, moi, j'ai vraiment eu le souvenir
découvrant le rôle des aidants, de me dire j'ai pensé des choses en me disant ah là là, ils sont chiants, c'est difficile. Mais c'est normal. Enfin, après, c'est aussi un secteur de travail qui est dur. Donc, on a le droit d'avoir des pensées comme ça. Mais je trouve que quand on change ce regard-là et qu'on comprend mieux par quoi passe la famille, on est aussi beaucoup plus indulgent et on sera aussi beaucoup plus prêt à l'écouter. Ouais, t'as raison. Après, comme tu dis, il y a ce côté écrire, vous appelez 30 minutes, non, c'est pas possible. Mais on peut réfléchir à des choses. On peut réfléchir peut-être à d'autres choses qui ne vont pas être impossibles pour nous et qui vous rassureront aussi. Non, mais t'as raison, hein. C'est vrai que famille chiante, je crois que c'est un terme qui revient souvent. C'est le... mais c'est vrai que moi, je l'associe à la culpabilité, en fait. Ah Et oui, à c'est une cette famille. Pour forme moi, de la famille chiante, c'est souffrance et la de famille en tristesse. souffrance. Et t'as Parce que la raison. famille pas chiante, en fait, elle n'est pas là, généralement. Soit elle n'est pas Ou- là, ou alors finalement. Alors après, souvent, ça va être aussi des familles pour qui le processus, tu vois, d'entrer en EHPAD a été plus simple et plus logique, tu vois, parce que Oui, parfois, tu as les résidents qui le vivent bien tout de suite et qui expriment le fait d'être content d'être là. Et je pense qu'à partir de là, souvent, ça règle un peu la question, mm. tu vois, parce que Si la ça famille réduit la communique culpabilité, en bien, fait. il faut bien communiquer. En fait, si on a bien communiqué en amont, Ouais. typiquement, t'imagines bien que moi, dans ma famille, c'est un sujet qui revient souvent. Ma mère m'a déjà dit, promets-moi que tu ne mettras pas en EHPAD. Non, non, je ne Mm. ferai pas de promesses. Et tous ceux qui écoutent ce podcast, ne faites pas de promesses. On dit, je C'est ça ferai du aussi. mieux que je peux. Je ferai du mieux que je peux au vu de ma situation. On fait du mieux qu'on peut. Mais essayez de ne pas faire de promesses parce que c'est ce poids-là qui est extrêmement lourd. Donc, si après on l'a préparé, si on a eu le temps de faire des visites, bon, il y a vraiment des entrées, je pense, qui peuvent se passer mieux. Après, c'est aussi la fragilité de la personne. Quand on a une maladie d'Alzheimer avec quelqu'un qui ne reconnaît pas du tout, où on a des gros mots, enfin, un Alzheimer violent, etc., c'est quand même très compliqué pour la famille Mm. parce que là où le personnel, il n'y a pas d'attache affective à la base, voilà, c'est aussi accepter que son proche devienne comme ça, c'est quand même très compliqué. Donc, c'est aussi, je pense, derrière, d'orienter encore une fois vers des structures. Il y a beaucoup d'aidants à partir du moment où il y a un hébergement, l'aidé ne vit plus chez lui, considèrent qu'ils ne sont plus aidants. S'ils l'ont considéré déjà avant, mais ils considèrent en fait qu'il ne s'occupe plus du proche parce qu'il est placé quelque part. Et je pense que c'est là où on a aussi ce rôle de reconnaissance, si c'est un nouveau passage dans son rôle Mm. d'aidant, mais la culpabilité évolue, mais elle est toujours très, très présente. Moi, je me rappelle d'une dame qui avait mis son mari en EHPAD, qui était quand même relativement jeune. Son mari avait un Alzheimer assez précoce et qui disait, bah, en fait, moi, j'aimerais bien avoir encore une vie amoureuse et une vie sexuelle, mais j'ai tellement de culpabilité que je ne l'envisage pas. Et elle passait sa vie à l'EHPAD. Je pense que des épouses ou des époux qui viennent tous les jours voir son mari à l'EHPAD, il y en a je ne sais pas combien, et qui finalement passent un temps mais incroyable à l'EHPAD et qui ne vivent pas plus. Mm. Donc c'est pour ça que c'est aussi important dans les conseils, moi, ce que je dirais, c'est la reconnaissance, aider peut-être les familles à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, sur ce que ça leur fait, parce que même si on ne changera pas le menu de la cantine, le fait d'en parler, de dire bah, moi ça me fait de la peine parce que ma mère elle aimait pas ci ou pas ça, bon, bah, c'est d'essayer en fait d'apaiser leur douleur, de le déculpabiliser et encore une fois de proposer des solutions. Appeler notre ligne, on peut le faire même si on a son proche en EHPAD, nous on accueille tout le monde, mais les plateformes de répit c'est pareil, la plupart en fait des structures, c'est pas parce qu'il y a eu un placement qu'on n'a plus le droit de les appeler. Ouais, t'as raison. T'as raison. Alors, ça m'évoque une situation, une dame, ouais, qui était là tout le temps, pour qui c'était difficile pour elle, qui était vraiment en souffrance, hein. Et je me souviens qu'un jour, elle me dit, bon, elle dit, demain, je viens pas. Ça va être dur pour moi, mais c'est mon médecin qui m'a interdit une journée par semaine d'aller à l'EHPAD. Et ça m'avait marqué, parce qu'en même temps, je dis, bah, c'est une bonne idée, c'est un bon début et c'est important. Et puis, voilà, mais c'est vrai que c'est ça. Je pense qu'en EHPAD, il y a toujours une personne, deux personnes, une famille qui sont dans cette situation-là. Souvent, c'est parce qu'elles ont beaucoup accompagné, elles ont donné beaucoup d'elles-mêmes, et c'est ça, hein, c'est cette forme de culpabilité. Et par contre, tu dis,
Et je te rejoins là-dessus, il faut donner une place. C'est un sujet qui revient souvent, en fait, hein. Quelle place on va donner aux proches, aux aidants et tout ça. Euh, mais en fait, concrètement, c'est assez difficile de savoir ce qu'on peut faire, tu vois, parce que finalement, bah ok, bah participer aux activités, participer à la vie de l'établissement, mais c'est pas pareil, c'est pas ce que les gens cherchent. Ils veulent pas participer à une vie en collectivité, ils veulent un temps et un partage avec leurs proches, en fait. Mhm. Il peut y avoir des petites choses assez précises, mais est-ce que tu as des idées, des retours d'expérience de comment on peut intégrer réellement les familles, tu vois, parce que déjà, juste sur la notion du soin, en principe, le soin, bah, c'est les soignants, et puis on ne se voit pas coopérer avec les familles, tu vois. Même si dans certains cas, ça peut le faire, et nous, enfin, je l'ai déjà vu et je l'ai déjà fait aussi à un moment, tu vois, quand tu as une famille qui devient suspicieuse, en fait. Tu dis, non, mais là, les soins, Mhm. vous faites n'importe quoi, machin et tout. Bah, le plus simple pour désamorcer, c'est dire, bah, en fait, venez, venez voir. Et comme ça, vous verrez et vous serez rassurés. Mais tu vois, finalement, quelle place on peut donner, tu vois, quand tu es dans un établissement, une institution, et où finalement, il y a une organisation déjà un peu posée, quoi. Bah, dans la formation qu'on a fait pour les professionnels de santé, on avait aussi cette notion de place parce que c'est la même problématique finalement. Est-ce que l'aidant est partenaire du soin ou plutôt l'inverse? Et il y a souvent cette question de conflit aussi à domicile avec les pros de santé qui vont venir. Euh, Par exemple, j'en sais rien. C'est pour ça que je disais au démarrage de demander bah, qu'est-ce que vous aimiez faire et qu'est-ce que vous aimeriez continuer à faire. Est-ce que ça demande vraiment beaucoup à l'établissement si j'aimais faire la manucure et la pédicure de mon parent? Ça va. Enfin, je veux dire, voilà, il y a peut-être des petites choses qui ne sont pas compliquées et qui vont changer considérablement la relation avec la famille. Donc, moi, je disais, c'est toujours de poser aussi mais même dans le, je veux dire, le trio, parce que là, il y a un trio pour la personne âgée, la famille et puis la résidence, c'est de se dire, bah, quel est le rôle de chacun? Et nous, c'est ce qu'on mettait dans la formation. C'est quoi le rôle de chacun? Quels sont les besoins et les limites? Et c'est de dire, bah, nous, la résidence, notre limite, c'est ça. C'est que nous, on s'occupe du proche malade, on va essayer de remplir au maximum les demandes, mais nos limites, c'est ça, c'est que bah, on travaille sur des horaires, machin, on ne peut pas Hmm. donner à manger après 21 heures, même si aujourd'hui, en plus, on voit quand même de plus en plus des pads qui s'adaptent et qui changent leurs Ils horaires et trouvent des qui font solutions, ouais. donc qui trouvent de plus en plus de solutions. Moi, je pense que c'est tout de suite, c'est pour ça que je parlais de reconnaissance, c'est que la famille se sente inclus et on le voit, nous, je vais faire un parallèle avec notre service. Nous, on a finalement, quand on y pense, qu'un service d'écoute. Hmm. On déverse sa parole. On ne va pas donner du répit, on ne va pas faire venir quelqu'un à domicile pour vous remplacer. On ne donne pas d'argent, ce n'est pas un service concret qui va changer du tout au tout. Pour autant, je me rappelle très bien d'une personne, j'ai eu au téléphone qui m'a dit, je vais arrêter de travailler, ça fait 30 ans que je suis dans la même boîte, je vais arrêter de travailler parce que je peux plus en fait cumuler mon rôle d'aidante et mon travail. Donc tant pis, je vais démissionner. Je lui ai dit, mais attendez, vous n'allez pas démissionner, vous n'allez avoir aucune aide. Ça fait 30 ans que vous êtes dans la même boîte, c'est pas normal. Donc bref, on a commencé à échanger. Je l'ai mis en lien avec un acteur du territoire et j'ai reçu cette dame 3-4 mois après au téléphone. Elle m'a dit, bah, vous voyez, rien n'a changé dans ma situation. J'ai toujours les mêmes problèmes, mais le fait d'avoir votre numéro et le numéro de l'autre structure qui me comprend, avec qui je peux parler, bah, juste ça, ça m'a beaucoup apaisée. Et bah, pour moi, je transbalide sur les relations dans la résidence, le fait d'avoir des espaces d'échange. Je sais que c'est compliqué parce qu'on n'a pas le Hmm. temps, etc., etc. Mais parfois, c'est prendre un peu de temps pour derrière Ah ouais. gagner beaucoup de temps parce que ça ne sera plus le mur des lamentations toutes les semaines parce qu'on a pris le temps, en fait. On a pris le temps au démarrage et puis au début de mettre en place cette relation de trio. Pour moi, la très grosse complexité, c'est quand on a des familles qui ne s'entendent pas entre elles, et ça C'est arrive, un autre sujet, ça. Ouais. avec des enfants. Mais encore une fois, pourquoi? Le pourquoi du comment. Et donc là, je pense que ce n'est pas à l'EHPAD de régler ça. Il faut envoyer vers des structures qui sont spécialisées là-dedans.
Donc, il peut y avoir les plateformes de répit, je parle toujours ça, mais c'est vrai que pour votre secteur, c'est vraiment une très bonne ressource. Elles vont pouvoir mettre en place, parler de la médiation familiale, en fait, de choses très concrètes, mais ce n'est pas à l'EHPAD à faire venir tous les membres de la famille, ou si c'est le cas, c'est juste parce que ça vous empêche de travailler, de dire on met tous les enfants en disant écoutez, là, nous, on arrive dans nos limites. Encore une fois, c'est de rappeler le cadre. Quel est le cadre? Il y a un trio, nous, on a un résident, nous, on est vers le résident. Là, il y a des soucis familiaux qui font que on ne peut pas faire correctement notre travail. Vous arrivez à nos limites. Et en fait, c'est de rappeler toujours, je pense, ce cadre. C'est vraiment important parce que les personnes, moi, je prends toujours le comparatif avec les enfants, hein, mais on ne dépasse pas, il y a un petit cadre. Et puis, ça permet, en fait, tout le monde a une politique qui est posée, puis on ne déplace pas ça. Et de vous appuyer sur ces ressources externes qui vont très bien connaître le sujet, qui vont avoir plus de temps que vous pour le traiter. Oui, c'est clair. La dernière chose peut-être, c'est organiser des temps entre proches, s'il y a des proches qui sont intéressés. Donc nous, là, voilà, nous, comme on fait nos groupes d'échange, peut-être voir pour avoir des temps d'échange avec la psychologue, le ou la psychologue de l'EHPAD, entre les membres de la famille, pour parler de cette question de culpabilité, comment vous vivez l'entrée en EHPAD, qu'est-ce qui est difficile pour vous, etc. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Et aussi, parfois, justement, pour rappeler cette différence de réalité, alors on le fait un petit peu dans le conseil de vie sociale, mais bon, c'est de confronter les points de vue. C'est d'avoir des temps, en fait, où on peut se parler. C'est je suis la famille, je suis le professionnel, et on se parle de nos difficultés mutuelles. Et je pense que des fois, il y a vraiment des solutions qui peuvent émerger de ça. Je pense à ces portes maintenant. Il y a eu pas mal de tests sur je remets la même porte d'entrée dans l'EHPAD que celle que j'avais chez moi. Je pense que parfois, il y a des toutes petites choses qui peuvent modifier le bien-être des gens très facilement. Donc voilà, de ces rencontres et de ces échanges peuvent naître certainement des solutions très simples. C'est souvent les solutions les plus simples, les meilleures. Après, ouais, c'est comment prendre le recul, mais bon, vaste sujet. Du coup, parce que je retiens quand même, en fait, une des solutions, et peut-être qui n'est pas assez utilisée dans les établissements, c'est comment on t'appelle, comment on vous appelle, en fait, à travers diverses plateformes. Mais vous avez une plateforme qui, du coup, qu'on peut joindre de partout. Alors, nous, on peut la joindre de partout. C'est un numéro qui est national. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est déjà, alors, encore une fois, je parle de mon association, mais il y en a d'autres. Et si vous avez d'autres structures, c'est de proposer, je pense, un numéro. J'ai quelques amis d'Ilis qui ont commandé des affiches de l'association où il y a le numéro qui est affiché. Et donc, c'est directement, on sait que l'EHPAD, si on a des questions, ils proposent une solution, une association qui est dédiée aux familles. Après, il y a d'autres structures qui existent, mais donc nous, on peut commander des affiches, on peut donner notre numéro de téléphone. Voilà, ça vous allez sur notre site avecnosproches.com et vous avez toutes les informations pour communiquer dessus. Donc, c'est gratuit, anonyme pour les familles. Après, vous pouvez vous renseigner. Normalement, tous les services CCAS, CLIC ont une connaissance aussi des solutions qui existent pour les aidants sur votre secteur. Donc, ils peuvent aussi vous aider. Voilà majoritairement les deux grandes choses. Et moi, je trouverais ça vraiment très intéressant d'inclure une formation dans le parcours continu, que ça soit, je parle des soignants, mais je parle de tous les services. Je pense que ça soit du manager à l'accompagnement, c'est intéressant que ça soit des formations qui soient faites par l'intégralité de l'équipe, parce que c'est un sujet qui va toucher l'ensemble des équipes. Tout le monde quasiment est en contact avec les familles et c'est vrai qu'il y a beaucoup à y gagner pour tout le monde. Non, mais je te rejoins. Je suis je prends un autre exemple, je prends un dernier exemple, mais moi j'ai travaillé pour la ligne Allo Maltraitance. Ouais. Qui était le 3977 dédié personnes âgées, adultes en situation de handicap. Et j'ai une dame au téléphone qui parle de maltraitance dans l'EHPAD de son mari.
Donc, qui a rameuté absolument toutes les personnes autour d'elle, le maire, enfin voilà, tout le monde est au courant. Et puis, je parle avec elle et en fait, je me rends compte qu'elle a 60 ans de mariage avec son mari. Son mari a été hospitalisé en urgence. On lui a enlevé des orteils, parce qu'il était diabétique. On l'a amputé d'orteils. Et on a fait un placement en urgence en EHPAD. On l'a reconnu Alzheimer avec un certain niveau, etc. Donc, l'entrée en établissement est vécue pour cette femme qui a donc toujours vécu avec son mari sans enfant, mais c'est l'hécatombe en fait pour elle. Et je me dis, si je n'avais pas eu cette connaissance de l'aidant, j'entendrais vraiment beaucoup la maltraitance dans l'EHPAD, mais je n'entendrais pas tout l'impact que ça a pour elle d'aller dans l'EHPAD jour après jour, de voir son mari qui ne la reconnaît plus, qui fricote avec une autre récitante, De préférence, et qui oui. du coup, elle n'a qu'une personne qu'elle peut attaquer. C'est l'EHPAD. C'est l'EHPAD qui est la représentation de la maladie de son mari. Et en fait, c'est quelqu'un à qui il faut mettre en place, c'est pas forcément l'EHPAD, mais il faut qu'elle ait un soutien psy qui soit mis en place, parce que sa plus grande difficulté, c'est d'accepter que son mari n'est plus son mari, en fait. La personne qu'elle a en face d'elle n'est plus lui. Et je me suis vraiment dit à ce moment-là, mais elle aurait eu une autre écoutante, ça se serait passé complètement différemment. Et c'est pour ça que je dis la formation, elle doit être pour tous. Parce que si on n'est pas tous sensibilisés, ça, au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien. Parce que tout le travail que va faire une partie des professionnels, les autres peuvent le détruire en 2 secondes. C'est ça, et c'est souvent le cas en fait. Tu Oui. vois, moi en fait, la question souvent tout se joue sur l'accueil et l'admission, sauf que l'accueil et l'admission, ça va être géré par un nombre restreint de personnes. Tu vois, souvent tu vas avoir l'équipe administrative qui va valider une partie un peu administrative, tu vas avoir le médecin co, une IDEC, éventuellement un psychologue qui vont prendre conscience de tout ça, sauf que retranscrire l'émotion et la souffrance de la personne, c'est super compliqué. Tu vois, et finalement, les soignants, qui, eux, sont dans un quotidien très cadencé avec beaucoup de rythme, t'as beau prendre le temps de leur expliquer, de leur dire, bon, attention, là, c'est une situation, c'est compliqué, tu vois, ce que tu viens de raconter, mais finalement, ça n'aura pas le même impact quand tu l'expliques que quand c'est la personne directement qui va l'expliquer pendant peut-être 1 heure, 2 heures d'entretien, de rendez-vous, plusieurs rendez-vous. Et c'est vrai qu'il y a une vraie question sur comment sensibiliser les équipes soignantes à cette notion-là, à essayer de sortir du rythme un peu effréné qu'il va y avoir tous les jours pour assurer l'accompagnement quotidien et tous les soins de la journée, avec cette notion d'être à un moment capable de prendre un tout petit peu de recul, de s'arrêter 2 secondes et de se dire, bon, pourquoi on est là et où on va en fait. Et pas, tu vois, c'est un peu sortir le nez du guidon en fait et de se dire, c'est quoi l'histoire de vie, parce que souvent on l'a en fait, on l'a transcrit, on l'a communiqué, mais c'est comment on arrive à y intégrer en fait une forme d'émotion pour que ça touche réellement les gens et que du coup, ils naturellement prendre le temps de se dire ouais, bon, ok, ça c'est super important pour la famille, je vais dévier un petit peu de mon habitude pour vraiment m'adapter. Tu vois, et je Exactement. pense que ça passe par de la formation en fait. De se donner le temps de prendre ce recul et d'appréhender en fait le besoin, la difficulté, la souffrance pour mieux l'appréhender. Et je pense que c'est clairement un très très bon investissement parce que derrière tous les conflits qu'il peut y avoir autour de ça, l'énergie qui va être dépensée après pour gérer et tout ça, et puis c'est pas des... Et surtout, c'est comment lancer la discussion. Nous, c'est ce qui est souvent aussi. revenu par les professionnels de santé, notamment par exemple les pharmaciens. J'ai repéré un aidant, je Ouais, les vois, mais je ne sais pas trop comment faire. Et ouais. ça, typiquement, je trouve que dans la sensibilisation, c'est pareil. C'est comment lancer la discussion, parce que le tout n'est pas d'avoir le numéro de l'asso, Mm. parce que bon, Oui, ça va être affiché, ok. parce que des numéros, on en a. Voilà. Mais comment on lance cette discussion? Ouais. Et je pense qu'il y a aussi, nous, on apprend ça aussi avec nos bénévoles, hein, toute la question d'écoute, c'est comment discuter sans mettre parfois des phrases de jugement. C'est des petits mots, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Ah, mais vous n'avez Mm. pas encore fait ça, par Ouais. exemple. C'est des petites choses, mais Ça, c'est le typiquement truc à pour quelqu'un qui a énerver. Ouais. déjà un niveau de culpabilité qui est très haut, Ouais. bon, voilà, être plutôt dans une écoute active et essayer de réagir, mais de ne pas rajouter en fait de l'eau au moulin.
Et je pense que ça s'apprend en fait. Hein. C'est pas, personne ne sait le faire de façon innée. C'est des choses qui s'apprennent. Et voilà, c'est comment on crée du lien. Donc, par exemple, nous, les professionnels de santé, on leur dit, vous pouvez dire, c'est quand la dernière fois que vous avez pris des vacances? Mais ça pourrait très bien marcher en EHPAD. Pour lancer, en fait, on lance la discussion. Voilà. On lance la discussion et on voit. Et qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien? Est-ce que vous arrivez à prendre un petit peu plus de temps pour vous? On voit que vous venez tous les jours. Moi, je me rappelle d'une dame, j'avais fait un temps de sensibilisation. Il y avait les familles et les équipes, donc c'était hyper intéressant. Et il y avait une épouse au premier rang. Quand j'ai dit, on les connaît, les familles qui viennent tous les jours, elle s'est mise à pleurer. Mais évidemment, elle vivait cette culpabilité-là. Elle n'arrivait pas à couper, en fait. Elle ne prenait pas plus de temps pour elle alors qu'elle en avait besoin. Ouais. Donc, je pense, en tout cas, moi, je suis très pro-formation ou très pro-sensibilisation. Je pense qu'il ne faut pas forcément beaucoup de temps là-dessus, mais juste ne serait-ce que de permettre aux équipes d'être à l'aise et surtout de se rendre compte de la réalité de l'autre. Je pense que ça, c'est important. Mais il faut transmettre aussi. On a tendance, je prends encore l'exemple des professionnels de santé, à dire toujours c'est la faute, le médecin devrait faire ci, l'infirmière devrait faire ça, quand même, c'est pas compliqué. Non, il faut aussi mettre les gens face à la réalité des professionnels, que ce soit en EHPAD ou à domicile. C'est un métier qui est compliqué, ils ont des millions de choses à gérer, donc on met un cadre, la place de chacun. Voilà. Ok, je pense que c'est une bonne conclusion. Le cadre et la place de chacun. Aussi. Merci. Et puis, bon courage. Et à bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.